Dans la scène d'ouverture, Frieren, la grincheuse, est aperçue en train de lire un grimoire, chevauchant tranquillement vers la capitale royale, en compagnie de ses 3 fidèles compagnons, Himmel, Eite et Aizen, après avoir enfin terrassé le roi démon, qu'il traquait sans relâche depuis une décennie entière. Alors que les imposants murs de la capitale se dessinent à l'horizon, Himmel et ses compagnons encouragent Frieren à contempler ses magnifiques fortifications et à échanger sur leurs projets futurs, maintenant qu'ils s'apprêtent tous à prendre une retraite bien méritée. Cependant, Frieren, pour qui le temps semble s'écouler différemment, ne prête guère attention aux remparts et préfère converser avec ses amis, visiblement un peu anxieux face à l'inconnu. À l'issue de leur échange, tous éclatent de rire et se taquinent joyeusement, tels de véritables compagnons d'armes. Peu de temps après, ils font leur entrée triomphale dans la capitale royale, où ils sont chaleureusement acclamés par l'ensemble de la population, qui les célèbre comme les héros qu'ils sont. Rapidement, ils se présentent devant le souverain, qui les remercie en personne d'avoir terrassé le roi démon et d'avoir ainsi restauré la paix dans tout le royaume. Après cette audience royale, les héros se détendent jusqu'au soir pour participer au grand festival organisé en leur honneur. Lorsque la nuit tombe, Himmel et Aizen savourent les délicieuses spécialités de la ville, tandis que Heiter, qui était alors un prêtre, boit sans modération, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Himmel remarque Frieren, qui fait grise mine, et lui dit de se détendre, car le roi prévoit d'ériger leur statue sur la place publique. Frieren le repousse et continue d'attendre que la fête se termine. Environ 1 heure plus tard, tous les héros se rassemblent pour contempler le ciel et se dire adieu, le cœur lourd, après avoir partagé quelques souvenirs, à la fois embarrassants et grandioses, de ces 10 dernières années, y compris les gaffes amusantes de Frieren durant leurs aventures, tout le monde, sauf Frieren, éclate de rire. Lorsque le brouhaha s'apaise, Himmel remercie chacun d'avoir rendu ces 10 années absolument inoubliables. Frieren, la rabat-joie, gâche un peu l'ambiance en déclarant que 10 ans, ce n'est pas grand-chose, donc pas de quoi en faire tout un plat. Connaissant bien son caractère un peu capricieux, Himmel l'ignore et se tourne pour admirer la pluie de météores d'Hera, un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 50 ans. Alors qu'il s'imprègne de ce moment unique, Frieren gâche à nouveau l'ambiance en disant que la vue n'est pas si extraordinaire depuis la ville. Pour le consoler, elle lui promet de l'emmener dans un meilleur endroit dans 50 ans, pour une vue plus dégagée, s'il est encore là d'ici là bien sûr. Himmel acquiesce et continue d'observer. Le lendemain matin, Frieren quitte la capitale royale pour continuer à explorer les confins du continent à la recherche de sorts et autres merveilles. Même si Himmel et les autres ne comprennent pas sa perception du temps, ils lui souhaitent bonne chance pour la suite de son périple. Ainsi, les jours se transforment en semaines, en mois et en années, tandis que Frieren poursuit inlassablement son exploration. Au fil du temps, elle accumule tant de connaissances et d'expériences qu'elle décide finalement de faire une pause. Après 50 ans d'errance et de collecte de sorts, elle estime qu'il est temps de se reposer un peu. Un jour, Frieren se rend dans une boutique d'antiquités et de magie locale pour acheter une corne de dragon de l'ombre. Malheureusement, elle découvre qu'ils n'en ont pas en stock. Soudain, elle se souvient d'une qu'ils avaient récupérée du château du roi démon il y a des lustres et se rappelle qu'elle l'avait confiée à Himmel. Avec la pluie de météores qui approche dans quelques semaines, Frieren décide de tenir sa promesse à Himmel et part d'abord à la recherche de la corne de dragon. Après avoir voyagé pendant près d'1 mois, elle arrive enfin à la ville où il réside. En déambulant dans les rues, elle remarque à quel point tout a changé. Après avoir cherché Himmel, elle le repère enfin. Malheureusement, le Himmel qui se tient devant elle n'est pas celui dont elle se souvient. Ayant quitté la ville pendant 50 ans, il a beaucoup vieilli et est maintenant plutôt faible, hélas. Frieren s'enquiert rapidement de la corne pour laquelle elle est venue, et Himmel mentionne nonchalamment qu'il l'a gardée cachée dans son armoire tout ce temps. Elle le réprimande pour avoir dissimulé quelque chose d'aussi dangereux, mais Himmel se contente de hausser les épaules, indifférent. Il attrape la corne et la tend à Frieren, qui n'y prête pas beaucoup d'attention. Une fois la corne en sa possession, Frieren la renvoie chez elle avec son oiseau magique, et prend un moment pour admirer les statues qu'ils avaient faites à l'époque. Après s'être imprégnée de tout cela, elle rentre et demande à Himmel de faire ses bagages afin qu'il puisse observer la pluie de météores une dernière fois. Ils prennent la route et s'arrêtent pour retrouver Aizen le nain et Heiter, qui est maintenant un évêque à part entière, les attendant aux portes de la ville. Après un accueil chaleureux, Frieren les mène sur un trek d'1 semaine jusqu'à l'endroit où elle leur avait promis de les emmener 50 ans auparavant. En chemin, ils revivent leur jour de gloire et se retrouvent mêlés à toutes sortes d'aventures. Quand ils arrivent enfin, ils s'allongent sur l'herbe douce et regardent la pluie de météores ensemble une dernière fois. Himmel remercie Frieren d'avoir tenu sa promesse et de lui avoir permis de profiter de la vie avec ses amis avant que son temps ne s'épuise. Quelques mois plus tard, Himmel s'éteint de vieillesse. À ses funérailles, Frieren se tient aux côtés d'Aizen et de Heiter, observant la procession. Alors que les habitants de la ville rendent hommage au héros, ils remarquent son visage impassible et l'insultent, la traitant d'hypocrite, de fausse. Quand vient le moment d'enterrer Himmel, Frieren s'effondre enfin, réalisant à quel point elle a été insensée de ne pas vraiment le connaître avant sa mort. 1 heure après l'inhumation, Heiter monte dans une calèche pour retourner à la Cité Sainte, le cœur lourd. Avant de partir, il fait ses adieux à Frieren, comme s'il savait que c'était la dernière fois qu'il se verrait, et lui demande de lever un verre sur sa tombe la prochaine fois qu'elle viendra. Frieren lui demande s'il a peur de la mort, et Heiter répond qu'il n'est pas inquiet car ils seront tous réunis au paradis. Une fois qu'il est parti, Frieren se tourne vers Aizen et tente de le convaincre d'être son garde du corps. Malheureusement, Aizen vieillit lui aussi, alors il lui dit qu'il n'est plus vraiment disponible pour cela. Frieren se sent un peu triste, mais elle sourit à Aizen pour avoir été un si bon ami, un ami si fidèle. Après tout cela, elle part pour sa prochaine aventure. 20 ans plus tard, Frieren apparaît aux abords de la Cité Sainte pour voir Heiter. Après s'être perdue dans les bois pour ce qui semble être la millionième fois, elle rencontre enfin une petite fille aux cheveux violets, un peu perdue elle aussi. La jeune fille semble gentille et lui demande ce qu'elle fait dans les bois. Frieren dit qu'elle cherche un homme nommé Heiter, et la fille aux cheveux violets la conduit à la cabane où vit le prêtre Heiter.
Là, Frieren retrouve son vieil ami, qui a le visage couvert de cheveux gris, et il plaisante un peu avant de s'installer pour prendre le thé. Quand les choses deviennent sérieuses, Heather présente la jeune fille aux cheveux violets comme Fern, une orpheline de guerre qu'il a secourue il y a quelque temps. Quand il lui demande pourquoi elle lui rend visite, Frieren répond qu'elle veut lui rembourser ses dettes avant qu'il ne décède, par respect. Heather en rite et lui demande une faveur. Quand Frieren accepte, il lui dit d'accepter Fern comme apprentie car elle est plutôt douée en magie. Frieren refuse catégoriquement car elle craint que Fern ne devienne forte pour mourir plus tard, ce qui serait une tragédie. Poursuivant, Heather demande une autre faveur, cette fois en l'emmenant à sa bibliothèque où il sort un grimoire codé d'Ewig le Sage. Il lui demande de l'aider à le déchiffrer car il est réputé contenir des sorts perdus d'immortalité et de résurrection, des sorts très puissants. Frieren ouvre le livre et se plaint de la mièvrerie de tout cela. Après mûre réflexion, elle lui demande pourquoi il veut étudier le grimoire s'il ne craint pas la mort. Heather admet qu'il faisait juste semblant d'être courageux à l'époque et qu'il a en fait très peur de mourir. Frieren le réprimande, lui disant de lui donner 5 ou 6 ans pour comprendre tout cela. Pendant qu'elle y est, Heather lui demande d'enseigner aussi un peu de magie à Fern. Alors, Frieren se dirige vers les bois et trouve Fern debout au bord d'une falaise, fixant un gros rocher de l'autre côté de la montagne. Frieren remarque à quel point la petite fille contrôle bien son mana et voit beaucoup de potentiel en elle. Fern essaie de montrer ses compétences en tirant un rayon magique sur le rocher, mais malheureusement, elle le rate. Un peu confuse, elle demande ce qu'elle doit faire pour devenir beaucoup plus forte, pour s'améliorer. Frieren commence par demander si Fern aime vraiment la magie à ce point. Quand Fern répond oui, elle sourit et commence les leçons de magie de Fern. Pour sa première leçon, Frieren explique le contrôle de la magie et la force du mana à Fern tout en se relaxant au bord de la rivière, dans le calme. Elle dit à Fern qu'elle a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir augmenter le mana dans son corps. Quand Frieren aperçoit une lueur de désespoir sur le visage de Fern, elle la rassure en lui disant que son niveau de contrôle magique est quelque chose dont elle peut être fière, car peu de personnes de son âge peuvent le faire. Fern reconnaît les compliments et continue d'aller de l'avant. Au cours des années suivantes, Frieren se plonge dans le déchiffrement du grimoire d'Ewig tout en enseignant à Fern comment affûter ses compétences magiques. Fern, de son côté, s'entraîne jour et nuit pour accumuler suffisamment de force et de réserve de mana pour sa mission, avec détermination. Un jour, Heather, maintenant vieux et frêle, trouve Frieren dans la bibliothèque, travaillant sur le grimoire. Il l'interroge sur les progrès de Fern. Frieren mentionne que Fern fait des efforts, mais qu'elle a encore un long chemin à parcourir avant de devenir une mage à part entière, une vraie magicienne. Pendant qu'ils discutent, Heather s'effondre soudainement et se réveille des heures plus tard dans son lit. Frieren, étonnamment imperturbable, dit qu'elle va accélérer son travail sur le grimoire pour l'aider à sa manière. Pour ce faire, elle dit à Fern de faire une pause dans son entraînement et de passer du temps avec son maître dans ses derniers moments pour lui dire adieu. Quand elle arrive à leur falaise habituelle, elle trouve Fern en train de donner le meilleur d'elle-même en frappant un rocher et lui dit d'arrêter de s'entraîner pour être avec Heather. Fern cependant s'emporte et raconte comment Heather l'a sauvée alors qu'elle était sur le point de sauter d'une falaise après avoir perdu tout son village et sa famille, un souvenir douloureux. Ces paroles ont touché son cœur et l'ont convaincu de continuer à vivre. Maintenant qu'elle a la chance de rembourser Heather, Fern ne veut pas qu'il regrette de l'avoir sauvée. Que ce soit en devenant mage ou en acquérant une autre compétence, elle veut faire quelque chose de significatif pour l'honorer avant qu'il ne décède, c'est son souhait le plus cher. Après l'avoir écouté, Frieren la laisse suivre son cœur et continue d'interpréter le grimoire au cours des semaines suivantes. Fern continue de s'entraîner jusqu'à ce qu'elle se sente enfin prête à tenter sa chance à nouveau avec une nouvelle détermination, puis, un jour, Frieren termine l'intégralité du grimoire. Il s'avère qu'il n'y a pas de sort d'immortalité ou de résurrection, et Heather le savait en quelque sorte. Au lieu de faire des histoires, il reste calme et espère une mort rapide, sans souffrance. Quelques heures avant de s'éteindre, Heather demande à Frieren comment va Fern. Elle lui dit que Fern va très bien, et Heather l'exhorte à prendre Fern comme sa nouvelle apprentie, d'autant plus que Fern est maintenant assez forte pour combattre à ses côtés, pour l'épauler. À ce stade, Frieren n'a pas vraiment le choix, c'est le dernier souhait de son vieil ami. Mais avant qu'elle ne parte, Heather dit à Frieren de prendre son paiement dans le tiroir de la maison et de partir avant la tombée de la nuit, car il craint de ne pas survivre à la journée. Hélas, Frieren dit à Heather de faire des adieux appropriés à Fern afin qu'elle ne se sente pas abandonnée. En entendant cela, Heather est touchée par sa jeune amie et la qualifie de très gentille fille. Alors qu'elle quitte la pièce, Frieren demande à Heather pourquoi il a sauvé Fern en premier lieu, quelle était sa motivation. Heather réfléchit un instant et dit finalement « c'est parce que c'est ce qu'Himmel aurait fait ». Frieren se dirige vers la falaise et voit que Fern a déjà accompli sa tâche. Peu après, elle passe devant la tombe de Heather, y versant quelques bouteilles d'alcool pour lui rendre hommage, un geste de respect. Après avoir assisté au rite funéraire, elle part avec sa nouvelle apprentie, Fern. Ensuite, Frieren et Fern prêtent main forte à un vieux fermier, utilisant la magie pour l'aider à récolter des citrouilles. Elle récupère également un parchemin avec quelques astuces de magie populaire sur la façon de réchauffer le thé, des petits trucs utiles. Fern remarque la façon étrange dont elles sont payées et demande à Frieren pourquoi elle ne se contente pas de collecter de l'argent. Frieren balaie la question, disant que c'est son obsession et qu'elle doit continuer à le faire pour rester connectée. Quand elles arrivent en ville ensuite, elles rencontrent une herboriste, qui les emmène dans la forêt pour constater le triste état de la statue du héros Himmel. La femme se souvient comment Himmel l'a sauvée quand elle était enfant lors d'une attaque de démons sur son village, alors elle est attristée de voir sa statue en si mauvais état. Frieren intervient, disant qu'il le mérite en quelque sorte car il a causé beaucoup de maux de tête pendant la sculpture, avec ses exigences.
L'herboriste trouve cela un peu déplacé, mais elle laisse Frieren, la mage elfe, commencer à nettoyer la statue. Une fois qu'elles ont terminé, l'herboriste regarde le paysage terne et souhaite qu'il soit un peu plus vibrant, plus coloré, plus vivant. Puisque Frieren peut faire pousser des fleurs par magie, elle décide d'embellir les lieux avec de magnifiques floraisons. Elle choisit des fleurs de lune bleue, des variétés qu'elle n'a jamais vues auparavant. Quand Fern demande pourquoi elle a choisi celle-là, Frieren explique que c'est parce qu'elle pousse dans la ville de Himmel, un clin d'œil à son ami. Pour recréer les fleurs, Frieren a besoin de consulter une image pour en avoir une idée mentale précise. Heureusement, l'herboriste a une liste, alors elle ramène les filles chez elle et leur montre une photo de la fleur de lune bleue pour qu'elles puissent la visualiser. Après avoir eu un aperçu, Frieren décide de partir à la chasse aux fleurs pour les copier. Elle dit à Fern de se préparer, mais Fern est vue en train de lui cacher des rats des semences. Elle discute un peu, puis relâche les rats dans les bois, réfléchissant à la façon de trouver et d'analyser les fleurs de lune bleue, afin de pouvoir les conjurer, les faire apparaître. Fern est totalement partante, alors elles prennent la route, suivant toutes les pistes pendant 6 mois entiers sans aucune chance. Finalement, elle décide de changer un peu de stratégie et retourne voir l'herboriste pour une autre discussion. L'herboriste est plutôt ravi de la durée de leurs efforts, mais Frieren pense que ce n'est pas si important, pas si extraordinaire. Quand l'herboriste interroge Fern sur leur progrès, Fern se contente de dire non, et se plaint de l'obsession démesurée de Frieren pour la magie. L'herboriste Rit donne à Fern une petite bourse de fleurs médicinales à planter à la place, et l'encourage à parler à Frieren de ses inquiétudes, de ce qui la tracasse. Dans la scène suivante, Fern se confie à Frieren, lui montrant la bourse de graines. Pendant qu'elle parle, un rat des semences s'empare de leur bourse et s'enfuit dans les bois. Frieren et Fern le poursuivent prudemment, mettant leur conversation en pause, le temps de récupérer leurs biens. En chemin, Frieren évoque à nouveau l'étrange obsession de Fern et dit que tout cela est lié à son amour pour la magie. Après un petit voyage dans le passé, elles finissent par découvrir où les rats des semences cachent leurs affaires, leurs petits trésors. Quand elles atteignent la base de la tour, elles aperçoivent des pétales d'une fleur bleue familière. Frieren flotte jusqu'au sommet de la tour et trouve enfin une parcelle sauvage de fleurs de lune bleue. Repensant à ce que Himmel lui avait dit sur leur beauté, elle ne peut s'empêcher de se sentir aux anges remplis de joie. Fern apparaît, voulant poser quelques questions un peu bêtes pour comprendre pourquoi Frieren aime tant la magie. Finalement, Frieren lui donne quelques scénarios jusqu'à ce que Fern comprenne. Quelques jours plus tard, elle retourne à la statue et plante les fleurs de lune bleue autour d'elle pendant que l'herboriste est présente pour admirer le travail. Après une brève conversation légère, Frieren place une couronne de fleurs sur la tête de Himmel, souhaitant à son ami une vie après la mort paisible et bien méritée. Quelques mois plus tard, Frieren et son apprenti se rendent dans une autre ville pour chasser des sorts pour de nouvelles découvertes. Quand elles arrivent en ville, Fern discute avec sa maîtresse de la répartition des dépenses et de l'achat des produits essentiels pour survivre. Après avoir énuméré les indispensables, Fern se souvient soudain de toutes les bêtises pour lesquelles sa maîtresse a dépensé leur argent durement gagné par le passé, le seul achat légitime étant un livre d'histoire de la magie ou quelque chose de similaire. Elles arrivent bientôt à une intersection où Frieren se sépare de son apprenti pour aller chercher ses affaires. Inquiète de gaspiller de l'argent à nouveau, Fern suit sa maîtresse à la trace à travers la ville jusqu'à ce qu'elles atteignent une jolie boutique d'accessoires, l'air complètement confuse, ne comprenant pas ce qui se passe. Fern se cache derrière une fontaine et voit cette expression étrange sur le visage de sa maîtresse. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce que signifie ce regard, un chat errant s'approche pour dire bonjour. Après avoir donné un peu d'affection au chat, Fern regarde en arrière et surprend sa maîtresse en train de payer pour ce qui se trouve dans cette petite boîte qu'elle tient avec un air mystérieux. Ne voulant pas se faire repérer, elle suit Frieren dans les bidonvilles et la regarde demander à un homme du coin un endroit qui vend de bonnes sucreries et desserts. Étonnamment, les voyous sont bien plus polis qu'elle ne l'avait imaginé, car ils la dirigent dans la bonne direction vers un endroit populaire pour les desserts, avec courtoisie. Les gars sortent même. Fern continue de suivre sa maîtresse jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle n'a pas terminé ses propres achats. Plus tard cette nuit-là, Fern arrive à l'auberge et trouve Frieren déjà là. Elle s'excuse d'être en retard et s'installe assez rapidement, un peu gênée. Peu de temps après, Frieren l'invite à un rendez-vous dessert et Fern l'accompagne avec hésitation. Quand elles arrivent à la pâtisserie en plein air, elles ont une vue imprenable sur l'horizon, et Frieren dit à Fern de choisir ce qu'elle veut, car elle a économisé pour cela, pour ce moment spécial. Fern parle du dessert préféré de Frieren, le pudding Mercure, ce qui lui rappelle des souvenirs des garçons quand ils étaient plus jeunes. À l'époque, Frieren était déçu de ne pas connaître leur plat préféré, alors il l'avait mise au courant. Poursuivant, Frieren sort la boîte de tout à l'heure et l'attend à Fern, qui se souvient soudain que c'est son anniversaire, une belle surprise. Fern ouvre la boîte pour y trouver un magnifique accessoire pour cheveux, et remercie Frieren à sa manière pour le cadeau, et pour avoir fait l'effort de la connaître. Le lendemain, Frieren et Fern se réveillent pour continuer leur chemin vers leur prochaine aventure avec un nouvel élan. En chemin, Fern demande à sa maîtresse à quoi s'attendre cette fois et Frieren dit qu'elle veut revivre les aventures avec Himmel et l'équipe afin que ses souvenirs ne s'estompent pas. En entendant cela, Fern sourit enfin à Frieren pour avoir dit quelque chose qui a du sens, qui la touche. Elle taquine un peu sa maîtresse avant de se taire et de poursuivre leur voyage. Quand elle tombe sur une vieille parcelle de terre, Frieren décide de donner à Fern quelques leçons de magie défensive. Après avoir vérifié ses compétences de combat, elle augmente le défi et lance une attaque à 360 degrés sur elle pour la tester. Même si Fern finit par tomber au sol pendant l'entraînement, elle apprend quand même une chose ou deux de sa maîtresse. Après une journée d'entraînement, le duo reprend la route. En se dirigeant vers leur prochaine étape, elles discutent de magie défensive et des meilleures conditions pour la lancer, pour l'utiliser efficacement. Frieren réalise que Fern n'a pas lu le livre d'histoire de la magie, alors elle la réprimande, la traitant de paresseuse pour avoir négligé ses études. Fern encaisse le coup avec philosophie et continue d'avancer avec sa maîtresse sans se laisser abattre.
Bientôt, elles arrivent au village suivant, où Frieren rencontre quelqu'un qu'elle connaît, et qui l'emmène voir l'endroit où le vieux sage de la corruption, Qual, a été scellé. Pour vous donner le contexte, Qual est un démon qui a causé un chaos majeur dans la région il y a 80 ans, avant que le héros Himmel et son équipe ne le scellant, le neutralisant. Frieren sait que le sceau s'est probablement affaibli avec le temps, alors elle est là pour enfin vaincre le démon pour de bon. Alors qu'elles avancent, le vieil homme raconte à Frieren que Himmel venait au village chaque année pour vérifier le sceau, jusqu'à ce qu'il s'arrête il y a environ 30 ans, un signe de son déclin. Chaque fois qu'il venait, il traitait Frieren de mauvaise personne pour ne pas lui rendre visite du tout. Heureusement, Frieren n'a pas oublié le sceau, et elle est là pour tenir sa promesse et éliminer le monstre. Quand elles atteignent le sceau, Frieren le ressent et réalise qu'il est instable, qu'il vacille. Alors, elle décide de passer la nuit et de revenir le lendemain pour vaincre Qual. Cette nuit-là, Fern demande à sa maîtresse pourquoi elle n'a pas simplement détruit Qual à l'époque. Frieren explique qu'il était bien trop puissant pour qu'il puisse le battre à ce moment-là. Même en tant que démon, Qual était connu comme un puissant magicien parmi les humains. Les centaines de sorts qu'il a créés à l'époque sont encore utilisés aujourd'hui et ils lui doivent tout. Après avoir donné des statistiques impressionnantes sur la puissance du démon, Fern devient anxieuse et demande à sa maîtresse si elle peut gérer un tel adversaire. Si elle en est capable, Frieren se lève et demande si Fern a vraiment lu le livre de magie. Fern déglutit et admet que non. Ne voulant plus gaspiller d'énergie à discuter, Frieren se couche pour la nuit et se prépare pour le grand affrontement. Le lendemain, Frieren et Fern approchent du sceau démoniaque, équipés pour la bataille, prêtes à en découdre. Quand le moment arrive, Frieren brise le sceau et ramène le démon à la vie. Dans les premiers instants de sa nouvelle existence, Qual se remémore ses anciens jours avec Frieren et s'enquiert du roi démon. Quand il apprend que Frieren a tué son roi démon, il décide qu'il est temps de se venger, de lui faire payer. Il tend la main et lance Zultrak, le seul sort destructeur qu'il connaisse, mais il est choqué lorsque la défense de Frieren le bloque avec succès. Alors qu'il se demande comment Frieren a réussi à bloquer son attaque la plus puissante, Frieren explique à quel point les humains ont étudié son sort au fil des décennies, développant de nouveaux sorts pour le contrer, pour le neutraliser. Maintenant, Zaltrak n'est plus qu'un sort offensif ordinaire qui ne représente aucune menace pour n'importe quel mage. Réalisant cela, Qual se dit que le sort de défense doit drainer une tonne de mana. Tout ce qu'il a à faire est d'intensifier son attaque et de les épuiser, de les user à la longue. À sa prochaine attaque, Friaran dit à Fern de bien se souvenir de son entraînement et de la protéger pendant qu'elle s'occupe de certaines tâches en coulisses. Pendant les quelques minutes qui suivent, Qual déchaîne toute sa puissance d'attaque sur Fern, qui bloque chaque coup avec une détermination farouche. Ce qu'il ne comprend absolument pas, c'est qu'elle lui prépare déjà une vilaine surprise. Quand il s'en rend compte, il est bien trop tard, c'est irréversible. Elle déchaîne sa magie d'attaque et l'anéantit complètement. Qual n'est plus qu'un lointain souvenir, et elle retourne au village pour partager la bonne nouvelle avec tous. Là, elle aperçoit un chapeau étrange, et se souvient que le vieil homme était le gamin qui lui avait soulevé la jupe il y a de nombreuses années. Le temps passe si vite, dit-elle avec un sourire, trouvant amusant et même un peu drôle la façon dont les humains mènent leur vie. Après avoir reçu leur récompense, elle et Fern partent à cheval pour continuer leur voyage vers la prochaine ville, discutant comme de vieilles amies et s'imprégnant pleinement du paysage environnant. Environ un an plus tard, Friaran et Fern se rendent au canal de Grâce, qui se trouve tranquillement dans les terres centrales. Elles devaient y faire quelques travaux et récupérer un peu de magie populaire avant de se lancer dans leur prochaine aventure. Après avoir traîné dans la région pendant quelques jours, elles rencontrent enfin un vieil homme qui les emmène aux eaux polluées de la plage et leur demande de l'aider à la nettoyer, à la purifier. En guise de paiement, il leur offre un faux livre qu'il prétend avoir été écrit par Flamme, la mage légendaire. Friaran l'examine attentivement et lui demande si c'est le seul grimoire de leur village. Le vieil homme répond oui, mais elle décide tout de même de l'aider à nettoyer la plage. Malgré tout, Fern est curieuse de savoir pourquoi elle a accepté ce travail, et Friaran lui répond que c'est parce qu'elle voulait le faire pour elle-même, pour son propre bien. Sur ce, elle se plonge dans le travail. Quelques mois plus tard, pendant l'hiver glacial, nous voyons Fern se diriger vers le magasin local pour acheter de la nourriture un beau matin. Quand elle retourne à leur chambre d'auberge, elle est dégoûtée par le désordre total. Il s'avère qu'elle avait juste rangé l'endroit la veille, mais avait réussi d'une manière ou d'une autre à tout saccager à nouveau avant de s'effondrer pour la nuit. Agacée par cette paresse, Fern lui arrache le livre du visage pour la réveiller, sans ménagement. Après l'avoir habillée, Fern pousse sa maîtresse vers la plage pour qu'elle continue à travailler. Après avoir atteint une étape importante, Fern s'arrête pour lui demander si elle a toujours été aussi en retard et aussi agaçante. Elle s'excuse, disant qu'elle n'a jamais été du matin, jamais vraiment. Fern lui demande ensuite si elle a déjà eu des ennuis à cause de cela, et elle admet que oui, une fois. Elle continue d'empiler le bois, et quand elles ont fini, elle brûle tout et s'assoit pour dîner ce soir-là. Leur employeur vient vérifier leur progrès, et il leur dit qu'elles ont presque terminé, c'est imminent. Alors le monsieur leur demande poliment s'ils peuvent accélérer les choses afin de terminer avant le nouvel âne, pour qu'ils puissent admirer le lever du soleil le jour même. Elle l'ignore complètement et continue de grignoter sa nourriture. Le lendemain matin, pendant qu'elle travaille, elle demande à Free si elle a déjà vu un lever de soleil auparavant, dans sa vie. Frieren répond que les levers de soleil, ce n'est pas vraiment son truc, pas du tout. Pour éviter d'autres questions, elle accélère le rythme pour terminer leurs tâches rapidement, sans tarder. Au cours des semaines suivantes, elle se dépêche de faire le plus de choses possible avant le nouvel an, avant la date fatidique. Après de nombreuses heures épuisantes à transporter et à brûler des débris, elles terminent enfin leur travail. La veille du nouvel an, elles testent la qualité de l'eau, et quand elles confirment qu'elles ont fini, le vieil homme leur rend visite ce soir-là et fait promettre à Friaran de se présenter pour le lever du soleil le lendemain, sans faute. Sur le chemin du retour vers l'auberge, Fern demande à Friaran comment elle compte se réveiller tôt, et Friaran répond qu'elle va juste faire une nuit blanche et s'effondrer après le lever du soleil.
Cette nuit-là, Fieran devient nostalgique, repensant aux souvenirs de ses amis quand ils étaient plus jeunes, bien plus jeunes. Très tôt le lendemain matin, Fern se réveille et trouve Fieran encore en train de dormir profondément. Avant que le soleil ne se lève, elle traîne sa maîtresse vers un endroit populaire pour admirer le lever du soleil. Heureusement, le soleil projette une magnifique lueur jaune-rouge sur la mer et la ville, un spectacle incroyable. Elle s'ennuie rapidement et demande à être ramenée. Mais Fern lui fait remarquer qu'elle semble s'amuser, souriant d'une oreille à l'autre depuis qu'elles sont arrivées ici. Soudain, elle réalise que Fern a raison et décide de rester un peu plus longtemps, de profiter de l'instant. Bientôt, elle se souvient d'un autre moment passé avec ses amis, il y a très longtemps, quand ils avaient visité les tombes de la famille Dezon. Au cimetière, Hyder le prêtre s'agenouille pour prier pour les âmes tombées, leur souhaitant un passage sûr vers le paradis, un repos éternel. À l'époque, Aizen était sceptique quant au paradis et soutenait que c'était purement fictif. Heureusement, le prêtre a réussi à convaincre Aizen et Himmel d'embrasser l'idée du paradis et le réconfort qui découle de la croyance en son existence, en sa réalité. Près de 30 ans plus tard, Frieren se présente au même endroit avec son apprenti et trouve un Aizen vieux et un peu tremblant, priant à nouveau pour les mêmes personnes. Elle s'arrête quand elle aperçoit le nain et lui demande si elle peut se détendre un peu avec lui, passer un moment. Même s'il se sent un peu insulté par son audace, Aizen accueille tout de même Frieren et son apprenti. En sirotant du thé, elle demande à Aizen ce dont il a besoin, afin qu'elle puisse l'aider. Aizen lui dit qu'il a écrit à Hyder au fil des ans, donc il sait que Frieren lui a demandé la même chose bien avant qu'il ne décède, bien avant sa mort. Frieren fait semblant d'être surprise, et Aizen lui fait remarquer qu'elle ne le savait pas, car elle ne s'est jamais vraiment souciée d'en apprendre davantage sur eux, sur leur histoire. Après avoir échangé quelques banalités, Aizen l'emmène au bassin de vol, un endroit qu'elle n'avait pas vu depuis des lustres, depuis très longtemps. Une fois arrivée là-bas, elle lui demande pourquoi il l'a amenée, et il lui révèle que c'est pour l'aider à trouver le véritable grimoire de la mage légendaire Flamme. Elle pose quelques questions et comprend vite que Hyder a fait de solides progrès dans sa recherche du véritable objet, du vrai grimoire. Ils entrent dans une immense forêt remplie d'une végétation dense où le nain viking leur dit de chercher un grand arbre. Après quelques bavardages aléatoires, ils se mettent enfin à chercher l'arbre. Cette fois, elle garde à l'esprit les sentiments de Fern et pousse Aizen à se dépêcher pour que Fern ne se fâche pas trop contre elle, ce qui fait un peu rire Aizen, un petit rire. Quelques semaines plus tard, après avoir cherché partout le grand arbre, ils font enfin des progrès significatifs. Alors qu'ils suivent leur piste, elle demande à Aizen pourquoi il est si déterminé à trouver le grimoire, et il répond qu'il a de la peine pour elle, qu'il la plaint. Quand elle lui demande d'expliquer, Aizen se souvient à quel point elle était triste aux funérailles de Himmel, souhaitant l'avoir mieux connue. Alors, pour l'aider à converser avec l'esprit de Himmel, il est en mission pour trouver des notes qui expliquent comment communiquer avec les morts, puisque Flamme avait écrit la procédure dans ses notes. Dans ses écrits anciens, Friaran dit à Aizen qu'elle ne se soucie pas de voir Himmel maintenant, et affirme que ces textes ne sont que des contes de fées, de pure fiction. Aizen rit et lui dit que tous les sorts magiques ont aussi commencé comme des contes de fées, donc il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. De plus, il a déjà discuté de leur plan avec Hyder, et ils l'ont élaboré ensemble, main dans la main. Le mieux qu'elle puisse faire maintenant est d'honorer ce plan, de le respecter. Quand ils atteignent enfin le grand arbre, Friaran s'approche et se souvient du moment où Flamme l'a planté, il y a si longtemps. Cela fait 1000 ans depuis ce jour où Friaran était encore une adolescente, une jeune fille. Flamme a planté cet arbre pour qu'il pousse autour de sa maison et garde son livre de la connaissance à l'abri des regards indiscrets. Avant de partir, Flamme dit à Friaran qu'un jour elle voudra revenir et récupérer ce livre, c'est certain. Maintenant qu'ils sont là, Friaran utilise sa magie pour déverrouiller le bouclier afin d'accéder à la pièce au-delà du grand arbre. Fern est un peu choqué de voir Friaran agir avec tant de familiarité avec l'endroit, mais quand Aizen lui dit que Friaran était autrefois l'élève de Flamme, elle reste silencieuse, sans un mot. En examinant le livre, elle découvre un endroit appelé Auriol que Flamme avait dit se trouver dans la partie la plus septentrionale du continent. Flamme avait raconté comment elle avait trouvé et communiqué avec les âmes de plusieurs amis décédés et souhaitait que Frieren puisse voir un tel endroit, un lieu si particulier. Fern devient curieuse et demande à sa maîtresse de vérifier où cela se trouve. Frieren cherche et réalise que c'est à Hand, qui se trouve être l'endroit où est situé le château du roi démon. Frieren se sent un peu incertaine quant à ce voyage, mais Aizen la pousse à promettre qu'elle ira voir Himmel coûte que coûte. Une fois cela réglé, Friaran et Aizen partent des terres centrales vers le château du roi démon. En chemin, Friaran s'endort et commence à marmonner à quel point les régions du nord sont froides. Fern s'inquiète et demande à Aizen, le nain, d'expliquer pourquoi Friaran est si effrayé par cela, si perturbé. Aizen lui dit que l'extrême nord est toujours glacial, donc elle devrait se préparer en conséquence. Fern se mord la langue et continue jusqu'à ce qu'elle en ait marre de la paresse de Frieren. Finalement, Aizen lui demande comment Fréorine est en tant que maîtresse, et Fern partage toutes les choses étranges qu'elle a vues lors de leur voyage ensemble. Toutes ces bizarreries, au final, elle qualifie Fréorine de personne étrange qui ne semble pas apprécier grand-chose, pas grand-chose du tout. Après avoir entendu l'avis de Fern sur Fréorine, Aizen repense au moment où ils ont vu cette pluie de météores pour la première fois. Avant que Hyder n'interrompe la conversation morose, Himmel et Aizen essayaient de convaincre Fraian de prendre un apprenti afin qu'elle ne s'ennuie pas pendant ses voyages, qu'elle ait de la compagnie. Aizen se dit qu'elle doit être une bonne mentor avant qu'il ne retourne chez lui pour se détendre un peu. Après avoir dit au revoir au vieux nain, Aizen lui souhaite bonne chance pour son voyage, car cela va prendre un certain temps, un très long moment. Elle s'arrête pour réfléchir à sa dernière visite dans un endroit comme celui-là, un lieu similaire. Quand elle a fini, elle se tourne vers Fern et lui dit que leur voyage ne prendra que 10 ans, pas plus. Alors que Fern et sa maîtresse commencent leur périple, elle prend un moment pour se souvenir de la dernière fois qu'elle a eu une bonne conversation avec Hyder, avant qu'il ne décède, avant sa disparition. À l'époque, Hyder essayait de faire en sorte que Fern se comporte bien sous la direction de Freeze, plaisantant qu'il la entrait si elle ne le faisait pas. Une fois que Fern a compris ses ruses, elle a riposté et a fait rire le vieil homme, un rire franc et joyeux.
Alors que ce beau souvenir s'estompe, Fern se réveille, reposant sur les épaules de Friran. Remarquant que son apprenti est éveillé, Friran lui dit de rester vigilante car elles arrivent à leur prochaine étape, la région de Willy dans les terres centrales, leur destination. Fern se ressaisit, et bientôt elles arrivent en ville pour se détendre un peu. Quelques minutes plus tard, elles entrent dans un magasin pour faire le plein de provisions. La dame qui y travaille les avertit de la présence de fantômes effrayants, entend le col de montagne qu'elles devront traverser après avoir quitté la ville, un passage périlleux, la curiosité la pique, et elle demande plus d'informations sur ces fantômes, pensant qu'il pourrait s'agir de monstres morts-vivants ou de quelque chose de similaire. La femme lui dit de demander aux habitants pour plus de détails. Avant de retourner à l'auberge, elle discute avec quelques villageois pour recueillir davantage d'informations sur les fantômes du col de montagne, sur leur nature. Elle découvre que ces fantômes sont en fait des êtres chers, essayant désespérément de se reconnecter avec les vivants. Une fois arrivée à l'auberge, Firen explique le fonctionnement des morts vivants, disant à Fern qu'ils ne sont que des cadavres contrôlés par la magie, rien de plus, mais ces fantômes ne ressemblent en rien aux morts vivants typiques, habituels. Alors qu'elle s'installe dans leur chambre, Firen semble effrayée par ce à quoi elle pense que le monstre pourrait ressembler et exhorte Fern à ne pas perdre de temps à essayer de le comprendre, de le démasquer. Avant de se coucher, Firen prévoit qu'elles quitteront le village le lendemain, mais Fern la convainc de rester et d'aider. Le lendemain matin, les deux se dirigent vers le col de montagne pour vérifier les observations de fantômes. Quand elles arrivent à l'endroit où des gens ont disparu, Fern se met en état d'alerte maximale et parle à sa maîtresse des illusions que les monstres utilisent pour piéger les gens, pour les attirer. Friaran reconnaît un monstre spécifique qui est très doué pour utiliser cette magie et le nomme Handsome. Ce monstre avide et rusé ne mange les humains qu'en créant des fantômes qui ressemblent aux parents décédés des victimes pour les attirer dans sa tanière, dans son repère sombre. Heureusement, les mages n'ont pas de mal avec lui, puisqu'ils peuvent le faire exploser avec des sorts à forte mana. Friaran demande à Fern si elle peut vraiment abattre une apparition de quelqu'un comme Hyder sans se sentir coupable. Fern la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, alors elle continue d'avancer, sans hésiter. Finalement, l'atmosphère se transforme en un paysage sombre et brumeux. Elle se prépare à affronter tous les fantômes qui pourraient apparaître. Quelques instants plus tard, le fantôme de Hyder apparaît derrière Fern, l'appelant par son nom. Elle se tourne pour voir son fantôme, mais se fige juste au moment où elle s'apprête à l'abattre, captivée par les doux mots d'un souvenir précieux partagé avec lui. Comprenant ce qui se passe, elle se prépare à éliminer Hyder elle-même. Alors qu'elle s'apprête à le faire, Himmel apparaît aussi, imperturbable face au fantôme effrayant. Elle dit à Himmel de dire ce qu'il a à dire, et il lui dit de lui tirer dessus, sans hésitation. Elle le fait sans hésiter, poussant Fern à faire de même. Une fois qu'elles ont fini de tirer, Fern s'effondre un peu, revenant à la réalité. Firen lui dit de rester calme pour le moment où elles affronteront le vrai Hyder et Oriol, les véritables menaces. En entendant cela, Fern retrouve son calme et continue de suivre sa maîtresse. Après avoir voyagé pendant quelques heures de plus, le duo arrive enfin au Canyon Royal, en plein cœur de la Terre. Elles se sont cachées quand elles ont aperçu un dragon de feu rouge qui somnolait tranquillement dans son nid. Firen a examiné le tas de débris que le dragon sauvage avait volé à d'anciens aventuriers, puis a remarqué un grimoire, devenant instantanément super intéressée à s'en emparer. Mais d'abord, elle devait s'occuper du dragon d'une manière ou d'une autre, coûte que coûte. Pour leur première tentative, Firen a fait en sorte que Firen attaque le dragon avec un sort d'attaque de base. Quand cela n'a pas fonctionné et que le dragon s'est réveillé, Firen a abandonné Firen, la laissant affronter le dragon seul. Il n'a pas fallu longtemps à Firen pour réaliser à quel point ce dragon était dangereux, et elle s'est vite enfuie pour retrouver sa maîtresse dans un endroit plus sûr, plus à l'abri. Après une sérieuse réflexion, elles ont décidé qu'elles avaient besoin d'un allié, d'un compagnon. Cette nuit-là, elles ont retrouvé Aizen et ont discuté avec lui. Aizen a suggéré qu'elle trouve son ancien apprenti, Stark, qui vivait maintenant dans un village près du canyon, non loin de là. Quand Friran a demandé à Aizen si ce gars était bon au combat, il s'est tu, il n'a rien dit. Le lendemain, elles sont enfin arrivées au village et ont discrètement cherché le jeune homme. En chemin, Fern a évoqué le grimoire dans le nid du dragon, et Friran a expliqué qu'il contenait un sort qui permettait de voir à travers les vêtements des gens, un sort bien particulier. Alors qu'elle débattait de l'utilité de ce sort, une grand-mère est apparue et leur a fait savoir que Stark les cherchait. Sur le chemin du repère de Stark, la femme a partagé l'histoire du héros, Stark. Apparemment, le dragon avait attaqué le village il y a 3 ans et était parti après une longue confrontation avec Stark, qui était apparu de nulle part, comme par magie. Après avoir entendu un tel récit épique, Friran et Fern se sont senties pleines d'espoir concernant ce monsieur Stark. Quand elles ont finalement atteint son lieu d'entraînement, elles ont trouvé le roux fougueux essayant de montrer une cicatrice d'un combat antérieur, une marque de bravoure. Une fois qu'il a réalisé l'identité de Friran, il est devenu sérieux et a demandé si son maître les avait envoyés pour le ramener. Freyjan lui a dit qu'elle avait besoin de lui pour être leur première ligne afin d'abattre le dragon rouge solaire ensemble. Avant de dire oui, Stark a demandé à Freyjan pourquoi elle voulait tant ce grimoire. Avec une telle insistance, elle a expliqué que c'était parce qu'un ami avait complimenté les sorts qu'elle avait l'habitude de collectionner, ce qui semblait assez absurde à Stark, vraiment ridicule. Mais ensuite, il a accepté d'aider, seulement pour demander à Firen si elle pouvait affronter le dragon. Elle lui a dit que s'il pouvait occuper le dragon pendant 30 secondes, elle pourrait concocter un sort assez puissant pour l'abattre, pour le vaincre. Stark a ensuite demandé pourquoi il devait faire cela. À ce moment-là, elle voulait juste savoir s'il avait une quelconque expérience dans le combat contre les monstres. Stark a abandonné son rôle de dur à cuire et a fondu en larmes, la suppliant de lui sauver la vie, sa misérable vie. Selon lui, il a eu une chance incroyable il y a 3 ans quand il a été figé jusqu'à ce que le dragon décide de s'enfuir. Peu de temps après, les villageois ont commencé à le traiter comme un héros. Fern était totalement dégoûté par sa démonstration de lâcheté et a exhorté sa maîtresse à laisser tomber ce minable, ce lâche. Cependant, Freyjaran s'est simplement approchée pour examiner la crevasse dans la montagne derrière Stark. Après avoir tâtonné un peu, elle est partie et a dit à Stark de se ressaisir.
Plus tard cette nuit-là, Frieren et Fern ont discuté du soi-disant héroïsme de Stark avec les propriétaires du pub, avec les tenanciers. Quand Fern est devenue un peu trop arrogante avec ses pics, Frieren lui a rappelé à quel point elle avait été pathétique lors de son premier combat contre des monstres. Fern s'est tue et a fini son repas. Peu après, elle s'est dirigée vers l'auberge et a dit à Fern d'aller voir ce drôle de type avant d'aller se coucher, avant de dormir. Pendant que Fern était en chemin, elle a repensé à sa conversation avec Aizen quelques semaines auparavant et a finalement reconstitué l'histoire de ce pauvre gars. Quant à Fern, elle est arrivée sur le terrain d'entraînement de Stark, seulement pour le trouver en train d'essayer d'élargir la fissure dans la montagne tout en continuant à s'entraîner, sans relâche. Elle l'a interpellé avec incrédulité, et Stark l'a juste regardé fixement. Quand elle a finalement retrouvé ses esprits, elle a demandé au jeune homme pourquoi il s'entraînait si dur alors qu'il ne voulait pas combattre le dragon. Stark a recommencé à divaguer, disant qu'il faisait juste un spectacle parce que les villageois pensent que sa présence empêche le dragon d'attaquer, de s'en prendre à eux. Fern intervient, lui demandant ce qu'il compte faire si le dragon apparaît réellement. Stark dit qu'il devra défendre le village quand ce jour viendra, mais il admet aussi qu'il pourrait simplement s'enfuir. Quant à la cicatrice sur son front, il explique qu'il l'a reçue de son maître, et non du dragon. Quand Aizen a été déçu par lui, profondément, Fern prend sa main rugueuse et lui dit qu'elle croit qu'il restera si le dragon attaque. Stark devient un peu gêné et demande si elle essaie d'être sentimentale, de faire du mélodrame. Fern explique en partageant sa première rencontre avec un monstre et comment elle l'a géré, comment elle s'en est sortie. Frieren l'a laissé gérer tout seul, et pendant la première moitié du combat, elle courait juste pour sauver sa vie. Finalement, elle a trouvé le courage d'affronter le monstre et de l'abattre en un rien de temps. Après cela, Fern dit à Stark que sa détermination à protéger le village est réelle, et que c'est suffisant pour affronter 10 dragons rouges solaires si nécessaire, sans aucun doute. Une fois qu'elle est partie, Stark réfléchit à ce que Fern a dit et décide de renforcer sa détermination, de la consolider. Fern retourne à l'auberge et informe sa maîtresse de sa rencontre avec Stark. Le lendemain, elle retourne au lieu d'entraînement de Stark, mais sont déçus de le trouver absent, introuvable. Après avoir essayé de faire en sorte que Fern joue à chat avec un dragon, Stark se présente enfin pour passer aux choses sérieuses. Avant de se lancer dans le combat contre le dragon, Frieren demande à Stark pourquoi il se soucie tant du village. Stark répond que c'est parce qu'il aime vraiment les gens là-bas après 3 ans et qu'il ferait tout pour les protéger, absolument tout. Une fois qu'elles entendent cela, le trio se dirige vers le nid du dragon. Frieren remarque que les mains de Stark tremblent et gloussent un peu. Quand Stark en fait tout un plat, Frieren rit parce que c'est exactement ce que son maître ressentait avant d'affronter un grand ennemi, un adversaire redoutable. Sur ce, Stark s'avance et se retrouve devant le dragon incertain de ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit occuper le monstre pendant 30 secondes, alors il rassemble tout son courage pour affronter ses peurs et combattre le dragon sans reculer. En s'approchant, il comprend quelque chose à propos de son maître, et réalise qu'il est normal d'avoir peur, tant que l'on est prêt à affronter ses craintes. Finalement, la bataille commence, et Frieren comprend rapidement pourquoi Aizen avait caché son élève à l'époque, pourquoi il l'avait protégé. Il s'avère qu'Aizen n'était ni déçu ni en colère, il était effrayé par la puissance que Stark possédait, à tel point que son corps a juste réagi et a frappé le jeune homme. Aizen voit à quel point Stark pourrait être fort à l'avenir et devient vraiment plein d'espoir quant à sa croissance, à son évolution. Une fois que Stark est plongé dans le combat, il fait tout ce qu'il peut pour se défendre contre les attaques du dragon. Quand il en a l'occasion, Stark porte un coup puissant qui fait tomber le dragon. 30 secondes passées, Stark crie à Freyron, lui disant d'attaquer le dragon, de l'achever. Freyron, qui sait déjà que le dragon est vaincu, ne fait rien et ne lui dit qu'après qu'il continue de lancer des insultes. Quelques minutes plus tard, les filles descendent pour remercier Stark d'avoir pris soin du dragon, d'avoir réglé le problème. Peu de temps après, Freyran et son apprenti vont examiner le tas de débris que le dragon a laissé derrière lui. Là, Stark parle de ce que son maître lui a dit à propos de l'elfe qui fouillait les ordures devant lui, avec une certaine curiosité. Freyran se souvient d'une nuit où elle avait fait de la glace pilée avec l'un de ses tours de magie pour impressionner ses compagnons de voyage. Alors qu'Aizen ne voyait pas l'intérêt d'un tel tour inutile, Himmel le héros pensait différemment, avec plus de sagesse. Le lendemain, Stark fait ses adieux au village et part avec les filles après avoir récupéré leur récompense pour avoir vaincu le dragon, pour leur bravoure. Elle voyage un peu plus loin et s'arrête pour utiliser un sort du grimoire. Fern devient un peu effrontée en vérifiant les attributs de Stark, mais est déçue quand elle voit à quel point ils sont petits. Finalement, elle lui demande quel est son prochain mouvement, et Stark dit qu'il est partant pour voyager avec elle, pour les accompagner dans leur quête. Après quelques jours de plus sur la route, ils atteignent la cité forteresse de Wall. Une fois arrivés, ils rencontrent l'imposant gardien au poste de contrôle nord, qui refuse de les laisser passer, estimant que les terres du nord sont bien trop dangereuses pour eux. Il est appelé à la demeure du châtelain, et avertit Frieren et les enfants de rester prudents et sages avant de partir. Une fois qu'il est parti, Frieren et l'équipe explorent la ville et passent du temps, ce qui pourrait durer quelques années avant qu'ils ne puissent franchir le poste de contrôle. Stark et Fern échangent des regards surpris face à l'attitude décontractée de Frieren. Une fois qu'elle est partie vaquer à ses occupations, le duo se sépare pour profiter de la ville. Stark se dirige vers le restaurant le plus proche pour de délicieux et copieux repas, dont il se plaint un peu. Peu de temps après, Fern entre pour le rejoindre, commandant un verre de lait et s'asseyant à côté de lui. Stark lui demande pourquoi elle a l'air si agacée, et Fern commence à le questionner s'il est d'accord pour attendre 2 ans que les portes du poste de contrôle s'ouvrent. Quand Stark dit non, elle le pousse à la suivre pour trouver un moyen facile de quitter la ville. Dehors, Stark suggère de survoler le grand mur, mais une barrière bloque cette idée. Dans les scènes suivantes, il demande aux villageois et aux habitants des conseils. Quand il se retrouve dans une impasse, Fern abandonne, mais pas Stark. Il suggère de vérifier auprès de gens du marché noir pour des informations sur les portes du poste de contrôle. Fern saute sur ce plan et commence à interroger chaque personnage louche qu'il voit dans les bidonvilles. Après des heures à demander de l'aide, ils sont toujours bredouilles.
Stark décide de se rendre ensuite au poste de garde, n'ayant plus rien à perdre. Avant qu'il n'y arrive, Fern lui demande pourquoi il est si pressé de franchir le poste de contrôle. Stark explique qu'il n'a pas beaucoup de temps. Quand Fern lui demande ce qu'il veut dire, il répond qu'il doit retourner raconter ses aventures avec Fern et Frérine à son vieux maître malade. Il sent que c'est la seule façon de le remercier de s'être occupé de lui, et s'il tarde trop, Aizen pourrait passer l'arme à gauche avant qu'il ne puisse lui dire merci. Fern y réfléchit et reprend ses recherches. Après avoir erré un peu plus dans la ville, Fern repère finalement Friran, qui essaie de se faire discrète. Stark commence immédiatement à l'interroger, la soupçonnant d'être encore dans le pétrin. Cette fois, Friran dit qu'elle vient de faire des courses, et ils la suivent par hasard. C'est alors que le garde précédent apparaît et s'agenouille pour s'excuser auprès d'elle de son impolitesse. Peu après, le châtelain arrive aussi pour lui rendre hommage. Il s'avère que le village respecte vraiment l'elfe, lui accordant un passage aisé et sans problème à travers les portes du poste de contrôle pour atteindre les terres du Nord. Ensuite, les villageois s'alignent pour assister à la visite de Friaran, et bien qu'elle n'apprécie guère ce traitement spécial, elle n'a d'autre choix que de s'y conformer. Alors qu'ils quittent le village pour les terres du Nord, elle regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour étudier la magie locale. Durant leur voyage vers leur première ville du Nord, elle se surprend à rêver de son époque avec les héros lors de leur aventure de 10 ans. À l'époque, Freyran venait d'acquérir un grimoire contrefait du grand mage flamme et se plaignait de la folie des gens lorsqu'ils tentent d'arnaquer les autres. Après avoir rêvé pendant quelques heures, elle se réveille et voit ses amis, Fern et Stark, préparer le petit déjeuner pour tous. Fern est la première à la remarquer éveillée, choquée qu'elle puisse se lever si tôt. Avant qu'elle ne se rendorme, Fern la masse rapidement et lui donne à manger, pour qu'elle soit bien réveillée et prête à poursuivre leur voyage vers la première colonie des terres du Nord. Arrivée à la route d'Ang, dans les terres du Nord, elle et son équipe s'arrêtent pour dégager un glissement de terrain bloquant l'accès à la ville voisine. Un voyageur, qui avait sollicité leur aide, les observe faire leur travail. Pendant qu'ils travaillent, l'homme les remercie grandement pour leur aide. À un moment donné, Stark se fatigue et demande à Freon pourquoi ils ne peuvent pas simplement utiliser la magie pour déplacer la caravane au-delà du glissement de terrain. Freyon explique que s'ils faisaient cela, les autres voyageurs finiraient piégés, comme cet homme. Stark comprend et ne dit plus un mot, jusqu'à ce qu'ils aient dégagé la moitié des rochers. Bientôt, il demande à l'homme pourquoi les glissements de terrain se produisent ici, et le vieil homme dit que c'est dû aux guerres incessantes avec les démons. Stark hoche la tête, puis se lance dans des plaisanteries avec la charmante Fern, qui l'appelle toujours Monsieur Stark. Après avoir réglé leur petite querelle, ils terminent le travail et suivent le vieil homme jusqu'à sa ville pour se reposer quelques jours. En chemin, le vieil homme est stupéfait de découvrir que Freyron est une elfe, n'en ayant jamais vu. Elle explique comment les siens sont indifférents à la reproduction et aiment la solitude. Quand ils atteignent les portes de la ville, ils trouvent l'endroit plus animé que d'habitude. Le vieil homme leur dit que la ville se prépare pour le festival de la libération, célébrant le jour où Himmel et ses héros ont vaincu le roi démon. Elle n'est pas pressée de révéler son identité, alors elle continue de poser des questions étranges sur cette journée. Finalement, elle se remémore Himmel, un vrai crétin, qui donnait pourtant de bonnes raisons pour ériger des statues en leur honneur. Elle s'en fichait à l'époque, mais Himmel voulait ces statues pour qu'elle ne se sente pas seule une fois qu'ils seraient tous partis. Cette nuit-là, elle et son équipe admirent les statues décorées en l'honneur de la ville. Après avoir discuté de traditions et autres, ils se couchent et quittent la ville le lendemain. Avant de s'éloigner, Stark demande à Friran où ils vont et elle lui répond le paradis. En entendant cela, il se tait. Quelques semaines plus tard, le trio arrive dans le domaine de Graf Granat, également situé dans les terres du Nord. Au début, elle trouve la ville normale, jusqu'à ce qu'elle perçoive une magie démoniaque étrange. Soudain, elle brandit son bâton, le pointant vers la source de la magie démoniaque. C'est alors que 3 démons apparaissent de la porte, avec Graf Grenade, et Fréon est prête à en abattre un. Heureusement, les gardes parviennent à l'arrêter avant que la situation ne dégénère. Bientôt, Graf et le soi-disant émissaire de paix démoniaque, Lord Lugner, s'approchent pour jauger cette imposture. Lugner demande à Graf de confirmer qu'il n'a pas envoyé l'assassin. Grenade l'assure que Friran agit seul. Lugner le croit et se penche pour inspecter sa nouvelle ennemie. Après un bref échange tendu avec la mage, Graf fait jeter Friran au cachot. Des heures plus tard, Stark et Fern viennent prendre des nouvelles de leur maîtresse, enfermée dans le donjon. Il lui annonce sa condamnation à 2 ans de prison, et Freyren hausse les épaules, indifférente. Quand ils abordent enfin le vrai sujet, Fern demande si Freyren connaît Aura la guillotine, et Freyren mentionne que ce démon est l'un des 7 sages de la destruction ayant servi le roi démon. Fern explique ensuite que ce démon combat la ville depuis toujours, depuis qu'elle a retrouvé ses pouvoirs, et n'a rencontré personne d'assez fort pour la vaincre. Après tout ce temps, ils espèrent conclure un accord de paix. Friaran lève les yeux au ciel face à la tentative évidente des démons de saper la ville de l'intérieur. Mais quand Stark ne croit pas à leurs arrière-pensées, Friaran décide qu'il est temps de lui montrer la gravité de la menace démoniaque. Elle raconte une histoire de sa dernière rencontre avec des démons il y a environ 80 ans, quand elle était avec Himmel et l'équipe. Une nuit, tout le village a acculé et ostracisé un enfant démon pour avoir dévoré les filles d'un des habitants.
Quand vint le moment d'achever le démon, Himmel hésita, l'enfant semblant mignon. Freyran, l'as du drame, s'avança pour éliminer le morveux, mais le chef du village, un idiot, fit preuve de pitié et recueillit le garçon démon, pensant pouvoir le rendre bon. Il s'est avéré que c'était une énorme erreur, car plus tard, le garçon démon a inversé la donne et a tué le chef pour remplacer la fille qu'il avait dévorée par l'enfant du chef. Quand Himmel et les autres l'ont découvert, ils n'ont eu aucun mal à en finir avec le démon. Même dans ses derniers instants, le démon a tenté de manipuler les humains et a demandé pourquoi. Il a répondu que les humains leur apprennent à utiliser les mots comme outil de tromperie. Après son récit, elle expose la vérité à son équipe et les pousse à enquêter davantage. Le lendemain, Lugner et ses deux acolytes se détendent, attendant Graf Grano pour leur réunion. En attendant, ils discutent de l'étrange mage apparu en ville la veille. Lugner est presque sûr de l'avoir déjà vu, mais ne parvient pas à la situer. Pendant ce temps, Freyarn sent le trouble monter en ville et pense qu'elle devra s'évader de prison si le chaos éclate. Quand Graf arrive, il emmène les démons dans la chambre de son défunt fils et leur montre l'épée avec laquelle son fils a combattu fièrement avant d'être vaincu par Aura il y a 10 ans. Après avoir parlé de son fils, Graf se tourne vers Lugner et le menace. Lugner scanne la pièce et joue la carte familiale, disant à Graf que son propre père fut tué dans la même bataille, raison pour laquelle il est là pour négocier la paix. En entendant cela, Graf s'adoucit et décide de les mener à la salle de réunion. En chemin, l'aînée, une de ses subordonnées, demande ce qu'est un père, et Lugner admet l'ignorer. Au balcon, il lui dit d'attendre Graf et de le persuader d'abaisser les défenses de la ville pour que Lady Aura puisse se régaler des humains. Quand il demande des nouvelles de l'autre acolyte, Droth, Lenny dit que l'idiot est parti s'occuper d'un obstacle. Juste à ce moment-là, Drat apparaît dans les cachots, élimine le garde en service et se retrouve face à face avec Friaran dans sa cellule. L'idiot pense que Friaran est une cible facile à abattre. Friaran le prévient qu'elle est plus coriace qu'il ne le croit, mais bien sûr, il n'écoute pas. Avant de montrer ses fils magiques secrets, Droth demande à Freyarn qui elle pense être. Freyarn affirme être plus forte qu'Aura la guillotine, et Droth rit, pensant qu'elle bluffe. Mais ensuite, il révèle ses fils tueurs enroulés autour de son cou et la soulève. Freyarn, anticipant déjà, rassemble du mana autour de son cou pour bloquer le fil et l'empêcher de trancher. Drat la félicite pour sa vivacité d'esprit, notant qu'une mage typique aurait paniqué à ce stade. Ensuite, il resserre l'étreinte du fil, visant à couper à travers son mana et sa tête en même temps. Freyarn lève les yeux au ciel face à son arrogance, pensant qu'il pourrait la vaincre avec juste cela. Mais avant que Drat ne puisse finir une pensée, Freyarn lui tranche un bras. En un éclair, ses mains trouvent leur chemin vers son cou. Il implore la pitié, mais elle l'achève avant qu'il ne puisse prononcer ces mots. Après avoir vaincu un démon, Freyarn sait qu'elle doit en informer Graf pour qu'il soit au courant des deux autres, mais en sortant du donjon, elle trouve le garde décapité et s'enfuit avant que quiconque ne réalise son évasion. Pendant ce temps, Fern et Stark se détendent autour d'un grand déjeuner dans un restaurant quelconque de la ville. Quand ils ont fini de manger, Fern se lève et dit à Stark de la suivre au palais pour demander directement à Graf de libérer Fieren. S'ils peuvent la faire sortir à temps, peut-être pourront-ils gérer ces démons agaçants avant qu'ils n'anéantissent la ville. Mais avant même de bouger, Stark prend un moment pour reconnaître à quel point ce démon, Lugner, est puissant. Il se souvient que Fern et lui n'avaient même pas attiré son regard lors de leur première rencontre, ce qui le panique tellement qu'il se met à trembler et renverse sa boisson. En nettoyant le désordre, il avertit Fern de faire attention à ces démons, car ils sont probablement avec Graf en ce moment. Fern n'y voit aucun problème et exhorte Stark à se dépêcher pour qu'il puisse arriver vite. Juste après la chute de Drat, Lenny et Lugner remarquent que son mana s'estompe. Au lieu de se fâcher, ils se demandent qui est cette mage super puissante. Lugner a l'impression de l'avoir déjà vue, sans pouvoir la situer. Avant qu'ils ne comprennent, Graf fait irruption avec ses hommes, les accusant d'avoir envoyé Drat éliminer leur garde en douce. Lugner tente de nier, mais tout pointe vers Droth, absent pour se défendre. Graf sait que Fréorine est une mage puissante et n'attaquerait pas un garde. N'ayant plus rien à perdre, Graf ordonne à ses hommes d'encercler Lugner et Lenny. Bientôt, les épées sont tirées, et Graf exige que Lugner produise son homme pour clarifier les choses. Frustré, Lugner décide de prendre les choses en main. Sans hésitation, il se tranche la peau et utilise la magie pour transformer son sang en une longue lame tranchante qu'il utilise pour abattre tous les soldats sauf Graf. Après s'en être débarrassé, il se tourne vers Graf et l'engage dans un court combat, puis s'arrête pour expliquer ce que les mots signifient pour les démons. Il provoque ensuite Graf en dénigrant la mémoire de son fils, avant de se poignarder avec l'épée de Graf et de la lui plonger dans le torse avec sa lame de sang magique. Graf blessé, Lugner a pris le contrôle du château. Il arrête le combat et enferme Graf jusqu'à ce qu'il révèle comment briser la barrière protégeant la ville. Ce soir-là, Fern et Stark aperçoivent Freyarn traversant la place, son manteau tiré sur sa tête. Ils la reconnaissent immédiatement et la suivent jusqu'à un endroit caché pour discuter. Freyarn les informe de tout ce qui s'est passé dans la cellule, y compris le garde que Droth a éliminé. Elle leur demande leur avis sur la situation.
Fieran sourit et les rassure de ne pas s'inquiéter pour ces deux perdants, moins coriaces qu'ils ne le croient. Sur ce, elle se détourne de ses amis et part pour sa prochaine mission. Avant qu'elle ne s'éloigne, Stark tombe à genoux, suppliant de rester, mais Fern, embarrassé par ses pitreries, le ramène en ville. Peu après, Friaran utilise sa détection magique à longue portée pour repérer de grandes sources de mana dans le pays. Elle en détecte une à environ 10 km de la ville et réalise qu'Aura, la guillotine, la destruction, cache son armée sous le nez de tous. Friaran sourit à l'idée d'affronter un adversaire sérieux, espérant qu'Aura en vaille la peine. Plus tard cette nuit-là, Stark et Fern s'introduisent discrètement dans le manoir à la faveur de l'obscurité pour trouver Graf et éliminer les émissaires de paix. Ils vérifient des pièces sombres et entrent dans le manoir par une fenêtre ouverte. En se faufilant, ils aperçoivent Lugner à l'étage avec l'aîné et un Graf blessé, attaché à une chaise. Avant de torturer le pauvre homme, il explique le concept de la magie et comment les démons se sont unis pour créer des sorts qui déjouent les humains. Il reconnaît des génies comme Flamme, la mage légendaire, maudissant ceux qui, comme elle, ont bâti des barrières telles que celle de la ville, qui a tenu bon. Il grommelle que sans elle, ils auraient terminé bien avant. Maintenant qu'il tient Graf entre ses griffes, Lugner exige que Grenot lui apprenne à briser la barrière de la ville. Il donne à Grenot une dernière chance de révéler où se trouve le grimoire pour annuler le sort, mais Grenot reste muet. Exaspéré par le silence, Lugner le laisse méditer ses options et continue de chercher le grimoire dans le manoir avec Lini. Une fois parti, Stark se faufile dans la pièce où Grenat est enfermé pour le secourir. Alors qu'il s'apprête à le détacher, Stark tremble de nervosité et Grenot le remarque. Ils discutent brièvement jusqu'à ce que Stark se calme et tente frénétiquement de couper la corde. Grenot perd vite espoir et dit à Stark de prendre son collier pour le montrer aux gardes afin qu'ils puissent faire sortir les citoyens. Stark se lève, sort sa hache et se prépare à briser la chaise sophistiquée pour sauver Greynet. C'est alors que Lugner et Lini apparaissent, surprenant Stark tremblant de peur. Grenot nie connaître Stark, et Lugner lui offre une chance de partir avant que tout ne soit fini. Stark se fâche contre Lugner pour l'avoir sous-estimé et se déchaîne. Lugner accepte le défi et blesse les bras de Stark avant qu'il ne sache ce qu'il a frappé. Après avoir immobilisé Stark, Lugner le traite d'idiot pour avoir essayé de les affronter seul. À ce moment-là, Stark appelle Fern, et elle apparaît avec une attaque surprise qui fait un trou en plein dans la poitrine de Lugner. Stupéfait par la façon dont Fern peut contrôler son mana, Lugner a du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Il lui demande quel sort elle vient d'utiliser, et elle mentionne nonchalamment que c'est juste Zoltrap. Lugner devient furieux et lui dit d'arrêter de plaisanter. Il insiste pour avoir plus d'informations sur la façon dont elle a appris le sort, mais Fern ne répond pas. Avant le deuxième round, Fern et Stark s'échappent avec Granit et le mettent en sécurité. Après leur départ, Lugner informe Lini que son sang est sur eux, ils ne peuvent donc pas les perdre de vue. Il discute ensuite du nouveau sort avec Laeney et se souvient de la mage exacte qu'il a frappé avec ce sort il y a des lustres, Fréon. À ce moment-là, Lugner découvre enfin qui est la mage mystérieuse. Il considère Fréon comme la tueuse de démons et un génie qu'il ne supporte pas. Pendant ce temps, Friran rattrape Aura pour affronter son armée. Pendant que Stark et Fern emmènent Greynet à une église locale pour le faire soigner, Greynet les remercie de l'avoir sauvé et promet de pardonner à leur ami mage de les avoir secourus des ruses démoniaques. Fern essaie d'expliquer que Freyran n'a pas tué le garde, et Grenade admet le savoir. Plus important encore, en entendant le nom de Freyran, il se sent stupide de l'avoir manqué de respect et enfermé. Grenade leur dit ensuite que Freyran et les héros du temps de son grand-père avaient chassé Ara et le roi démon de leur village, leur offrant 60 ans de paix et de bons moments. Maintenant qu'Ara est bien plus forte, quiconque l'affronte s'expose à de grandes souffrances. À ce moment, Friren rencontre Ara, son ancienne amie ennemie, et lui demande poliment de retourner d'où elle vient et de laisser la ville tranquille. Naturellement, Ara ne va pas reculer, alors elle envoie certains de ses soldats morts-vivants pour l'affronter. Elle se défend facilement contre les soldats et se retrouve bientôt entourée des marionnettes d'Ara. Après un rapide échange avec sa vieille amie, elle reconnaît une armure sur les marionnettes et décide d'éliminer Aura pour de bon. En réponse, Aura sort son arme secrète, les balances de l'obéissance. De retour à l'église, Granat explique ce que fait l'arme spéciale d'Aura. La balance de l'obéissance s'active quand Aura place son âme et celle de ses ennemis de chaque côté, et attend que les plateaux penchent en fonction de qui a le plus de mana. Celui qui a le moins de mana est forcé de lui obéir pour toujours. C'est une arme super risquée, mais avec les 500 ans de vie d'Aura, elle possède l'une des plus grandes réserves de mana de l'histoire. Elle n'a jamais perdu le pari, pas même une seule fois. Pour conclure, Grenat avertit les aventuriers de ne jamais sous-estimer les compétences magiques des 7 sages de la destruction. Après l'avoir entendu divaguer, Fern demande s'il y a un moyen de contrer cela. Grenat explique que si les balances sont justes, personne n'a eu autant de mana qu'Aura en 500 ans, depuis qu'elle est devenue Sage de la Destruction. Fern demande ensuite s'il y a un moyen de le combattre, et Grenot dit que oui. Apparemment, si un soldat avec une forte volonté se fait prendre au piège, il peut résister temporairement au sort d'obéissance avant d'être finalement maîtrisé.
Durant ce bref laps de temps, Aura aurait du mal à les contrôler. Si elle y parvient, elle s'en débarrassera ensuite. Pendant ce temps, Friaran est submergée par le nombre de zombies, alors elle utilise une grande partie de son mana pour briser la magie, les plaçant sous le contrôle d'Aura. Cela surprend Aura, qui demande à Friaran pourquoi elle n'a pas utilisé de sort spectaculaire pour les anéantir comme il y a 80 ans. Friaran répond qu'Himmel l'a réprimandé pour ça. Aura lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut maintenant qu'Himmel est parti, et Friaran prend cela à cœur. Elle se lève, bien décidée à éliminer les démons sans la moindre retenue. Stark s'habille après s'être assuré que Graf est en sécurité pour pouvoir partir à la recherche des démons. Fern le prévient de ne pas être trop sûr de lui, car ces démons peuvent être vraiment coriaces. Mais Stark affirme que quelqu'un doit prendre les choses en main et les arrêter, alors il part faire ce qu'il a à faire. Fern, inspiré, veut l'accompagner, mais Stark lui dit de se concentrer sur la mise en sécurité des habitants pendant qu'il cherche Friaran et l'exhorte à venir les aider à vaincre les démons. Ils se mettent d'accord et se préparent à se séparer. Avant de prendre des chemins différents, Fern aperçoit le sang sur les bras de Stark et panique un peu. Stark la taquine en retour, lui faisant remarquer la tache de sang sur sa robe et l'interrogeant à ce sujet. Elle réalise rapidement qu'il y a du mana dans le sang et jette sa robe. Au moment où elle s'apprête à enlever la robe de Stark, Lugner et Lenny les attaquent par surprise. Lugner poignarde Fern et la plaque contre le mur, tandis que Lenny projette Stark au sol avec une hache. Après le premier coup, Stark se relève et reconnaît le mouvement de Lenny comme l'une des techniques d'Aizen. Pendant ce temps, Lugner parle un peu avant d'en venir au fait. Fern joue le jeu, le laissant lui poser quelques questions pour gagner du temps. Lugner la sous-estime et change de sujet pour interroger sur la force de Stark. Fern lui dit que Stark est le meilleur élève d'Aizen, mais Lugner le dédaigne encore plus. Puis il demande où est Friaran, et Fern répond que Friaran s'est enfui parce qu'il a tué un garde. Avant de poser une autre question, Lugner recule pour réfléchir. Il comprend finalement que Friaran a dû fuir pour traquer et éliminer Aura. Pendant qu'il est distrait, Fern saisit son bâton, se libère de l'emprise de Lugner et le menace. Après l'avoir traité de fier imbécile, elle prévient Lugner qu'elle lui fera un trou dans la poitrine. Lugner la défie d'essayer, affirmant qu'il lui fera voler la tête avant qu'elle ne s'approche. Juste avant qu'ils ne s'affrontent, Fern se souvient avoir interrogé Frieren sur sa force magique, un jour par ailleurs normal, alors qu'elle venait d'éliminer un groupe de chevaux démoniaques. Frieren avait mentionné sa rapidité à lancer des sorts, c'est pourquoi elle faisait généralement gérer à Fern le nettoyage des démons. Juste avant que les choses ne deviennent tendues, un silence gênant s'installe. Puis, en un éclair, Fern et Lugner se lancent dans une attaque et une défense à la vitesse de l'éclair. De cet échange, Fern repère le cœur Spotis affaibli de Lugner. Ayant cela à l'esprit, ils plongent dans leur bataille. Pendant ce temps, Lugner et Fern se donnent à fond l'un contre l'autre. Après avoir encaissé une tonne de coups de Fern, Lugner admet enfin qu'elle a de sérieuses compétences et maudit Frieren de lui avoir appris à être une vraie mage. Pour la vaincre, il prévoit de continuer à attaquer jusqu'à ce qu'elle manque de mana. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Fern a bien plus de mana en réserve qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Pendant les minutes qui suivent, il subit son barrage d'attaque incessant jusqu'à ce qu'il soit contraint d'appeler Lenny en renfort. De l'autre côté, Lenny maintient la pression tandis que Stark tente de se défendre contre ses coups. Ils atteignent une impasse, et Stark lui demande comment elle est si douée pour copier les techniques des autres. Lenny lui donne un bref aperçu tout en le combattant et réussit à le clouer au sol à nouveau. Sans lui laisser reprendre son souffle, elle continue d'attaquer, le coinçant encore plus. Stark intensifie sa défense jusqu'à ce qu'il perde finalement son sang-froid et soit touché à l'épaule par l'une des attaques de Lenny. Avant de jeter l'éponge, il se souvient d'une leçon de son maître, Aizen, qui lui a enseigné que perdre n'est qu'une perspective pour un guerrier, et tant qu'il se tient debout pour se battre, il ne peut jamais vraiment perdre. Sachant qu'il a encore de l'énergie en lui pour se battre, Stark se relève et réalise que les coups de son maître étaient plus légers qu'il ne le pensait. Il affronte Lenny une fois de plus et la laisse lui infliger une coupure au ventre avec sa hache d'imitation. Au même moment, Lugner et Fern étendent leur portée d'attaque, tandis que Lenny tranche la défense grande ouverte de Stark. Maintenant qu'elle est tombée droit dans son piège, Stark déchaîne son coup de foudre pour l'éliminer. Lugner remarque que quelque chose ne va pas avec le mana de Lenny et est momentanément distrait. Fern saisit ce moment pour frapper Lugner avec un sort Zoltrak, lui faisant un autre trou dans la poitrine, et cette fois, lui arrachant le cœur avec l'attaque. Avant de revenir à l'histoire principale, nous avons un flashback sur les débuts de Friaran avec sa maîtresse, Flamme, il y a 1000 ans. Après avoir été sauvée de la mort par la mage légendaire, la jeune Friaran est vue errant dans les bois avec Flamme, discutant du déshonneur de tromper les démons. Flamme évoque ce salaud de basalte qui a détruit son village elfique et explique que les démons sont tous des crapules qui ne se soucient ni de l'honneur, ni de l'équité. Alors pourquoi elle, une humaine, devrait-elle jouer selon leurs règles? Si être traité de déshonneur pour l'humanité signifie déjouer les démons et les éliminer avant qu'ils ne comprennent, alors elle est partante. Après avoir été frappée par une attaque mortelle au cœur, Lugner reste assis là, acceptant son destin. Juste avant que Fern ne l'achève, elle s'enquiert du combat de Friaran avec la soi-disant Dame Aura. Lugner ne s'en fait pas car il pense que Friaran va perdre. Quand Fern demande pourquoi, il répond que c'est parce que Dame Aura a beaucoup plus de mana que quiconque dans l'armée démoniaque. Lugner sous-estime Friaran et dit à Fern qu'elle perdra si Aura pèse leurs âmes en fonction de l'obéissance. Fern rétorque, disant que sa maîtresse est rusée et trouvera un moyen.
Lugner commence à sentir que quelque chose ne va pas, car Fern continue de l'attaquer malgré sa faible production de mana. Soudain, il comprend et réalise l'astuce derrière les faibles niveaux de mana de Fern et Frérine, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Fern l'élimine. Dans la scène suivante, le flashback sur la jeunesse de Frérine continue, montrant la première rencontre entre Flamme et Freyran. Flamme était tombée sur un village elfique détruit et avait découvert qu'il avait été attaqué par des démons menés par Basalt le Trône. Elle trouve ensuite une jeune mage elfe adolescente qui avait des tonnes de mana et avait réussi à vaincre le grand général, mais les batailles l'avaient laissée dans un état terrible. Flamme est agacée par la tentative imprudente de Fréon de combattre ouvertement et de montrer tous ses tours. Au moment où Flamme décide de l'abandonner à son sort, Fréon prend la parole, disant qu'elle sait à quel point Flamme est puissante, alors elle devrait arrêter de se cacher. Flamme, impressionnée par sa perspicacité, décide de la prendre comme élève. Elle porte l'elfe blessé hors du village en flammes, après avoir appris son nom. En chemin vers la demeure de Flamme, Friaran lui demande d'expliquer ce qui est arrivé au village. Flamme lui dit qu'il n'y a plus de village, donc personne à s'inquiéter. Friaran demande à être déposée pour pouvoir continuer son chemin, mais Flamme refuse. Au lieu de cela, elle dit à Friaran qu'elle va être sa nouvelle élève, alors elle ferait mieux de s'y habituer. Peu après, Flamme sent 3 mages démoniaques les poursuivre et s'arrête pour leur faire face. Quand les mages apparaissent, ils exigent que Flamme leur livre la fille et s'en aille. Flamme dépose Friaran et lui donne sa première leçon. Elle explique à quel point les démons peuvent devenir stupides et trop confiants lorsque leur magie est remise en question. Ayant vécu parmi eux en tant que mage puissante, Flamme connaît une astuce pour les prendre au dépourvu. Au moment où ils pensent avoir tout gagné, Flamme déchaîne une attaque rapide qui les anéantit en un instant. Après cela, elle se tourne vers Friaran et explique comment elle a fait. Friaran comprend l'astuce et dit à Flamme qu'elle sait qu'elle cache son immense mana en contrôlant sa production pour faire croire aux autres qu'elle n'est qu'une faible. Flamme reconnaît sa perspicacité et la ramène à sa maison dans les bois. Quelques jours plus tard, Flamme commence à entraîner Friaran après avoir soigné ses blessures. Alors qu'elle se dirige vers les champs, elle partage son mode de vie avec la jeune elfe excitée. Une fois arrivée au champ, Flamme demande à Friaran de réduire sa libération de mana à seulement 1/10 de ce qu'elle est habituellement. Une fois qu'elle maîtrisera cela, elle augmentera énormément ses réserves de mana. En commençant son entraînement, Friaran demande à sa maîtresse combien de temps elles feront cela. Flamme sourit, disant qu'elles passeront toute leur vie à tromper les démons pour qu'ils les sous-estiment afin de pouvoir les prendre au dépourvu. En ce moment, Freyern fait face à Hara et son armée de morts-vivants, le mana s'échappant à peine. Hara commence à bavarder sur Lugner et les 2 autres perdants qui ont cassé leur pipe. Quand l'heure est venue, elle défie de parier son âme sur l'obéissance pour voir quel mana règne en maître. Elle prend son temps pour analyser l'énorme mana s'échappant d'Aura, mais elle met ensuite de côté la surcharge d'informations alors qu'Aura lance le rituel. Avant que quoi que ce soit ne se déroule, nous avons un flashback sur Friaran et sa maîtresse rassemblant des provisions dans une autre ville. En chemin, Friaran demande à Flamme pourquoi les démons ne peuvent pas cacher leur mana comme elles le font. Flamme explique que c'est parce que les démons ne pensent qu'à eux-mêmes et ne se soucient ni des règles ni de l'ordre. Pour clarifier, elle aborde la profonde relation d'amour-haine que les humains ont pour la richesse et le pouvoir, faisant savoir à Friaran que les démons voient le mana de la même manière. Parfois, ils retiennent leur mana pour la discrétion, mais aucun n'est assez stupide pour le supprimer tout le temps. Cela nuirait à leur statut, et c'est un grand nom. Après avoir tout expliqué, Flamme dit à Friaran qu'elle a de la chance d'être une elfe et non un démon. Après 3 ans à garder son mana sous contrôle, elle y arrive toujours sans stress. Friaran dit que c'est grâce à sa maîtresse géniale. 50 ans plus tard dans le flashback, Flamme est vraiment ridée et vieille. Un soir, elle trouve son apprenti pratiquant la magie, comme toujours. Elle lui demande si Friaran aime toujours la magie comme elle le faisait à l'époque. Friaran répond oui, et Flamme la prévient de rester discrète jusqu'à ce qu'elle élimine enfin le roi démon. Juste après, elle demande à Friaran de planter des fleurs autour de sa tombe quand elle sera partie, et Friaran apprend un sort de fleurs sur le champ. Des années plus tard, Flamme décède enfin, et Friaran respecte son dernier souhait. Après avoir enterré sa maîtresse, elle continue sa vie, vivant comme un personnage secondaire, s'entraînant quand elle le peut et absorbant les connaissances. Des centaines d'années plus tard, Himmel, Eisen et le Hyder ignorant la rencontrent pour la première fois. C'est une rencontre étrange, car elle essaye de les chasser, mais après beaucoup de persuasion de la part du héros, elle accepte finalement de les rejoindre pour leur rendez-vous avec le roi démon. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Retour au présent, Aura pèse son âme contre, souriant comme si elle avait gagné. Remarque l'expression suffisante d'Aura, et demande pourquoi elle est si joyeuse. Aura la repousse et commence à dénigrer le mana super faible de Friaran. Quand les âmes touchent la balance et qu'Aura voit son âme dépasser celle de Friaran, elle devient trop arrogante et s'approche furtivement de Friaran avec une épée, prête à lui couper la tête. Soudain, les balances commencent à pencher en faveur de Friaran. Réalisant cela, Friaran dit à Aura qu'elle a sérieusement mal interprété la situation. Après s'être entraînée pendant près de 1000 ans, retenir son mana est devenu une seconde nature, donc aucune chance qu'un démon de 500 ans ne démasque son bluff. D'un geste rapide, elle déchaîne ses énormes réserves de mana, faisant réaliser à Aura à quel point elle était stupide de penser qu'elle pouvait la déjouer. Alors que les balances penchent en sa faveur, elle tourne les talons pour rentrer chez elle, ordonnant nonchalamment à Aura de s'éliminer elle-même. Incapable de désobéir, Aura fait l'impensable, se demandant où tout avait mal tourné. Au matin, Fjörn se rend sur le dernier champ de bataille d'Aura.
et trouve sa maîtresse rendant hommage aux soldats tombés, libérés de l'emprise mortelle des zombies d'Aura. Remarquant la scène étrange, Fern s'approche calmement de sa maîtresse et demande si elle a enfin vaincu Aura, ce à quoi Friran répond par un oui. Peu après, Graf et Stark arrivent et Friran essaye de s'enfuir. Heureusement, Graf lui avait déjà accordé un pardon, donc Friran est toujours tiré d'affaire. Poursuivant, Graf s'approche de l'armure des soldats zombies et remercie Friran de leur avoir montré du respect. Un instant plus tard, il inspecte l'armure des défunts, tandis que Friran et ses amis se remémorent le bon vieux temps avec Himmel, qu'il a réprimandé pour l'utilisation de Sortape à l'œil. Après avoir partagé suffisamment de souvenirs, elle félicite Fern et Stark d'avoir vaincu Lugner et sa partenaire, Linné, tout seul. Stark et Fern essaient de minimiser, mais avant que cela n'aille plus loin, Grenot et son équipe découvrent l'armure de son fils décédé il y a longtemps, avec le collier du blason de la famille Grenot toujours posé sur ses épaules. Grenot rend ses derniers hommages à son fils et retourne dans sa ville natale. Quelques jours plus tard, Grenot rencontre enfin Freyran et son équipe pour parler des récompenses. Alors que Grenot faisait de grandes choses pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Freyran n'avait demandé que le grimoire pour leurs barrières défensives et autres. Elle explique qu'elle est passionnée par la collection de sorts et de grimoires du monde entier. C'est donc sa passion. Bientôt, Grenot lui dit de laisser tomber les formalités car il sait qu'elle le considère comme un enfant comparé à sa longue vie. Cependant, elle décide de rester formelle, car elle se souvient comment Hyder et Himmel ont failli être exécutés juste pour avoir été familiers avec le comte. À ce stade, Stark est déjà agité, et cela ne fait qu'empirer quand le bûcheron entre avec une hache. Pensant que le gars est le bourreau, Stark s'évanouit à genoux et est transporté hors de la chambre de Grenot après la réunion. Ensuite, Freyran et Fern attirent l'attention de tous alors qu'elles traversent la place de la ville avec Stark évanoui en plein air. Au début, les gens ont trouvé cela étrange, mais ils ont ensuite réalisé que les héros qui passaient méritaient le respect et les ont honorés en conséquence. Pendant les 6 mois suivants, et son équipe se détendent en ville, apprenant à connaître plus de gens chaque jour. À un moment donné de leur séjour, et ses compagnons ont assisté à l'enterrement final des soldats tombés dans l'armée d'Ara, y compris le fils de Graf Granat. Une fois leur séjour de 6 mois terminé, Freyran et ses compagnons font le plein de provisions et se préparent à prendre la route pour le paradis. Ce jour-là, Graf les accompagne jusqu'aux portes, les avertissant des conditions difficiles du plateau nord, où les voyages sont restreints et seuls les mages de première classe peuvent traverser certaines zones. Confuse à propos de cette histoire de mage de première classe, Freyran demande des informations à Fern. Fern sort sa certification qui montre qu'elle est une mage de 3e classe et la montre à sa maîtresse. Freyran lève les yeux au ciel devant cette absurdité et demande à Graf s'il y a une ville au nord où elle peut obtenir la certification pour elle. Graf lui dit qu'elles peuvent l'obtenir à Aburst, la plus grande ville plus au nord. Après avoir donné les directions pour la grande ville, Graf remercie Friaran et son groupe une dernière fois avant de les laisser continuer leur voyage. Moins d'un jour plus tard, il commence à neiger, et Frieren est frappé par un grave SSPT. Quand Fern l'interroge sur les hivers du Nord, Frieren lui fait savoir qu'il n'y a rien de bon à leur sujet. Il s'avère qu'elle avait raison, car les blizzards ne cessaient d'empirer chaque jour. Avant même d'atteindre les montagnes Shuai, ils étaient déjà perdus et gelés à mort. Stark est le premier à s'évanouir de froid, et Fern essaie de le réveiller, mais sans succès, il est trop loin. Incapable de le porter avec de la magie, Fern décide de traîner son corps paresseux jusqu'à l'abri le plus proche sur la route. Comme prévu, Stark est une vraie plaie, rendant Fern dégoûté alors qu'elle sent bien meilleure qu'il ne l'a fait depuis des années. Après une heure à marcher péniblement dans la neige, ils atteignent enfin le cabanon mentionné par Fieren. Fern sent quelqu'un à l'intérieur et suggère de faire demi-tour, mais Fieren ignore l'enfant en pleurs et ouvre la porte quand même, seulement pour trouver un elfe musclé faisant des squats pour se réchauffer. Fern, n'ayant jamais vu un gars avec des abdos, pense d'abord que c'est un pervers, alors elle tire Fierin et suggère de trouver un autre endroit. Mais alors, le gars ouvre la porte et lance un regard noir à Fern pour l'avoir traité de pervers. Quand il voit Frieren comme une elfe, il les invite à entrer et leur fait allumer un feu dans sa cheminée. Une fois qu'ils se sont tous réchauffés et ont dépassé les banalités, l'elfe musclé se présente comme Kraft le moine. Après avoir échangé leurs noms, ils discutent de leur destination. Quand Kraft découvre qu'ils vont au paradis, il les loue d'être justes. Freyran essaie de minimiser, mais le corps de Stark devient alors plus froid. Alors qu'il s'inquiète pour lui, il s'avère qu'il est juste profondément plongé dans ses pensées, rêvant de son dessert préféré. Quand il se réveille enfin, il se retrouve dans les bras de Kraft et panique, réveillant les autres. Il s'avère que Kraft l'a juste couvert pour partager un peu de chaleur corporelle. Une fois de retour à la réalité, Stark examine le corps musclé du moine et l'interroge sur sa routine d'entraînement. Après avoir appris le nom de Kraft, Stark lui demande de l'entraîner. Mais avant d'en arriver là, Kraft demande aux filles de le suivre dehors pour déterrer des provisions de son chariot de nourriture qui a été enseveli sous la neige. Sur le chemin du retour vers le cabanon, Kraft demande à Freyran si elle sait quelque chose sur lui. Mais quand elle dit non, il lui répond qu'il ne sait rien d'elle non plus. Fern essaie de se vanter d'être celle qui a vaincu le roi démon avec l'escouade des héros, mais Kraft n'y connaît rien aux démons. Une fois de retour au cabanon, il s'y installe pour les 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'hiver. Pendant ce temps, Stark s'entraîne avec Kraft autant qu'il le peut pour se préparer à leurs prochaines aventures.
Quand vient enfin le moment de se séparer, Kraft donne à Friaron ce joli collier sculpté et commence à parler de cette déesse que tout le monde semble apprécier. Friaron lui dit franchement qu'elle n'est pas du tout intéressée par toute cette histoire pieuse, mais Kraft souhaite pour le bien de tous que la déesse soit réelle. Il a l'impression que, si elle ne l'est pas, alors sa vie n'a aucun but. Alors, il demande à Freyren de partager son histoire de vie avec lui afin qu'il puisse chanter ses louanges, puisqu'elle ne croit en aucune déesse. Cela la fait revenir à un souvenir qu'elle a eu avec Hyder le prêtre il y a environ 80 ans, quand le prêtre Éméché a abordé le même sujet. À l'époque, Hyder était le seul de son groupe d'amis à avoir réalisé qu'elle retenait son mana tout le temps. Il la trouvait assez fascinante et voulait en savoir plus. Elle se minimise, disant qu'elle a juste vécu sa vie comme un zombie ambulant. Hyder rit et lui dit de raconter son histoire de vie, disant qu'il pourrait avoir un enfant mage bientôt. Se souvenant de cela, Friaran réalise qu'elle n'a pas besoin de raconter à nouveau son histoire puisqu'elle l'a déjà fait. Kraft demande qui est l'excentrique qui lui a demandé la même chose et elle dit au moine que ce gars est au paradis maintenant. Assez vite, il termine tout, et Kraft s'en va avec un sourire. Fern et Stark font de leur mieux pour dire au revoir, sachant qu'ils ne reverront jamais le gentil moine dans leur courte vie. Des semaines plus tard, et son équipe marche péniblement dans la neige profonde en direction de la prochaine ville à quelques kilomètres. À mi-chemin de leur périple, elle s'assoupit et manque de se cogner la tête au sol, mais Fern intervient et la rattrape juste à temps. La minute suivante, Fern et Stark stressent tous les deux sur ce qu'il faut faire maintenant qu'elle est inconsciente. Stark propose d'abord de la porter, mais après avoir vu son visage, Fern décide qu'il n'a pas les meilleures intentions pour Friran, alors elle jette la pauvre elfe sur son dos et continue d'avancer. Pendant qu'elle dort, Friran part au pays des rêves. Cette fois, elle rêve de ce roi radin qui les a sous-estimés pour l'énorme travail de chasse aux monstres que son ancienne escouade de héros a fait il y a des lustres. En chemin vers la prochaine étape, Himmel exhibe son épée de héros, et Friaran demande si c'est la vraie. Quand Hyder dit non, Himmel explique qu'elle lui a été donnée par un forgeron qui l'a sauvé quand il était plus jeune. Puis elle demande si c'est ce qui l'a fait devenir un héros, et Himmel lui dit que non. Il s'avère que la vraie raison pour laquelle il est devenu un héros était de gagner un pari qu'il avait fait contre Hyder à l'époque de leur orphelinat. Maintenant qu'il est un vrai héros, le gamin qu'il avait défié à l'époque est maintenant un prêtre ivre, ce qui est juste un rebondissement hilarant. Cela fait rire tout le monde et remonte le moral. Pendant ce temps, Fieran reste là à regarder ses amis marcher vers le coucher du soleil alors qu'elle revient à la réalité. Fieran se réveille, encore hantée par ce rêve, mais est vite rattrapée par le temps exécrable qu'ils subissent. Elle intime à Fern et Stark de persévérer jusqu'au village et reste sur le dos de Fern car son odeur lui est si agréable. Stark demande alors à Fern s'il peut porter leur maîtresse, mais Fern ne lui fait toujours pas confiance du tout. Finalement, ils reprennent leur chemin et s'arrêtent aux abords de la prochaine ville, plus au nord. Là, Firen descend du dos de Fern et est accueillie par la jeune chef du village, qui lui souhaite la bienvenue dans le village de l'épée. Firen complimente la chef sur son apparence jeune et impressionnante, puis s'enquiert des destructions aux alentours du village. La chef explique que c'est l'œuvre du seigneur de la montagne. À cet instant précis, Stark se met à divaguer. Fern lui demande s'il a déjà entendu parler de cette montagne, et Stark répond par l'affirmative. Selon les légendes, ce village abriterait l'épée du héros, qui serait conservée dans un sanctuaire tout proche. La légende raconte que quiconque retire l'épée de la pierre est désigné comme un véritable héros. Au fil des ans, des quantités de mages et de héros ont tenté de l'extraire, mais aucun n'y est parvenu, jusqu'à il y a 80 ans, quand Himmel l'a réellement retiré. Un peu plus tard, la chef du village se présente à leur cabane et les met tout de suite à l'aise. Alors qu'ils se réchauffent près du feu, la chef réprimande Friren pour être arrivée plus tard que prévu et ne pas avoir rempli son devoir. Fern, l'air perplexe, demande à Friren de quel devoir elle parle. À ce moment-là, Friaran explique qu'elle fait référence à l'extermination de monstres et qu'elle lancera cette opération dès le lendemain. Le jour suivant, Stark, Fern et Friaran se dirigent vers les montagnes pour éliminer des loups monstrueux avant d'explorer une grotte suspecte. Stark découvre un groupe de loups et les élimine, mais il sent que quelque chose de grave approche. Friaran tente de le prévenir de s'enfuir, mais il est trop tard. Le seigneur des montagnes, un loup démoniaque gigantesque, fait son apparition. Friaran affronte la bête et demande à Stark de lui trancher un bras, tandis que Fern utilise sa magie pour la protéger. Une fois que son équipe s'occupe des tâches difficiles, elle anéantit le loup démoniaque avec Zultrak. Après cela, Stark se gratte la tête, se demandant pourquoi l'épée du héros est toujours coincée dans la pierre, alors que les récits affirment que Himmel l'a prise. Freyron tente de débiter des absurdités sur les démons voulant détruire l'épée, mais quand Stark lui dit d'être réaliste, elle admet qu'Himmel a en fait échoué et n'a pas pu la retirer. Il s'avère qu'Himmel ne s'est pas attardé sur son échec. Au lieu de cela, il l'a laissé le pousser à prouver que les légendes avaient tort et à montrer à tous que n'importe qui peut être un héros s'il s'y efforce vraiment. 80 ans plus tard, Himmel prouve qu'il est un bien meilleur héros que quiconque. Fern demande à sa maîtresse pourquoi ils ont inventé cette histoire de couverture. C'est alors que Friaran révèle la vraie raison pour laquelle elle aime travailler dans l'ombre. Elle ne supporte pas la façon dont les générations futures glorifient les héros et font que tout le monde se sent inférieur lorsqu'ils trébuchent. Après avoir bavardé un peu plus, Friaran et les deux autres dames s'éclipsent, laissant Stark seul dans la neige, à méditer sur la vie. Leur mission au village étant accomplie, Friaran et ses compagnons partent pour la région des Pétites, plus au nord. Ils arrivent en ville vers le Nouvel On et s'installent à la meilleure auberge. Peu après, Friaran passe son temps à se plonger dans des grimoires, tandis que Fern se prépare à faire les boutiques.
Elle invite sa maîtresse à l'accompagner, mais Freyran décide de rester à l'intérieur. Avant que Fern ne parte, Freyem lui rappelle que c'est l'anniversaire de Stark et qu'elle devrait lui prendre un cadeau. Quand Fern demande ce que Freyran compte offrir à Stark, elle sort une potion qui fait disparaître les vêtements et dit à Fern que les hommes adorent ça. Fern s'empare de la potion, la verse sur elle-même et se retrouve complètement nue avant de sortir. Freyran se couvre et réfléchit à ce qu'elle pourrait offrir à Stark. C'est alors qu'elle trébuche sur quelque chose et décide de l'utiliser. Fern est en mission pour trouver Stark et le repère finalement à la lisière de la ville, occupé à compter le nombre de formes de seins qu'il peut distinguer dans les nuages. Elle tente de discuter avec lui, mais après avoir entendu toutes les choses étranges qu'il raconte, elle décide de prendre un peu de recul. Après un certain temps, elle rassemble son courage pour l'approcher de nouveau et interrompt ses blagues sur les poitrines. Stark se tait et décide de suivre Fern alors qu'elle se promène en ville. Il commence à poser quelques questions, essayant de déterminer s'il a été un méchant ou non. Fern reste simple, n'intervenant que pour voir s'il désire quelque chose. Stark, l'air perplexe, lui demande de clarifier ce qu'elle veut dire. C'est alors que Fern lui rappelle que c'est en fait son anniversaire et mentionne vouloir lui offrir un cadeau d'anniversaire. Stark est encore plus confus, se demandant si c'est vraiment ce que les gens font pour les anniversaires, car il n'a jamais reçu de cadeau de sa famille fantomatique ou de sa maîtresse auparavant. Fern est un peu inquiète au début, pensant qu'il pourrait plaisanter, mais il est tout à fait sérieux. Stark se confie alors sur son passé difficile, racontant comment il a grandi dans un village de guerriers, vivant toujours dans l'ombre de son frère Stoltz. Stoltz était un guerrier bon et fort, tandis que leur père ne prêtait aucune attention à Stark, le considérant comme le plus faible. Malgré cela, Stoltz ne lui en a jamais voulu, s'entraînant souvent avec le petit rouquin confus. Tout allait bien jusqu'à ce que des démons apparaissent et ravagent leur village. Stark fut le seul à s'en sortir indemne parce que son frère a donné sa vie pour le sauver. Après avoir entendu son histoire, Fern ressent un mélange de sympathie et de fierté pour son ami un peu loufoque. Pour lui montrer son appréciation, elle l'emmène dans une boutique de cadeaux et lui achète quelque chose de simple à garder pour toujours. Cette nuit-là, en rentrant chez eux, il trouve Freyrin en train de préparer de gros steaks hachés pour tous les trois. Stark se souvient que sa maîtresse faisait la même chose pour lui. Freyrin explique alors qu'Aizen ne le faisait que parce que c'était la tradition de leur village de célébrer les anniversaires de cette manière. Après un rapide voyage dans le passé, Stark comprend enfin tout l'amour qu'il avait reçu de son frère et de sa maîtresse. Alors que le dernier souvenir de son frère défile dans son esprit, Stark est frappé par une vague de saveur du steak haché. Finalement, les filles se joignent à lui et ils passent tous un excellent moment ensemble cette nuit-là.